Retour sur le plateau de Regard Croisé, deuxième partie. Nous parlons bien sûr de la Guinée depuis quelques instants. On va encore dire quelques mots. Oui, ce que nous disions, c'est que Alpha Condé peut s'entêter pour tenir l'élection le 22 mars prochain. Sauf que cette élection va créer beaucoup plus de problèmes qu'elle devrait en régler. Donc la CEDEAO et l'Union africaine, peut-être même les partenaires occidentaux, devraient revenir au chevet de ce pays-là pour aider à résoudre cette crise-là. Donc on espère qu'un autre report, ça ne va pas tuer parce qu'il y a eu déjà plusieurs reports et il faut pouvoir régler tous les problèmes qui existent, le fichier électoral, la participation effective d'une bonne frange de l'opposition qui a boycotté ces législatives. C'est ce que la CEDEAO devrait négocier lors de cette mission-là et donc on attend de voir s'il y a peut-être un report, il y aura du temps de gagner et ça pourra se faire. Maintenant, s'il n'y a pas de report, ça va être compliqué. Et puis avec aujourd'hui les États qui sont beaucoup plus préoccupés par le coronavirus dans leur pays, la Guinée risque de ne pas être une priorité pour les autres chefs d'État. David, de dire peut-être un mot et puis on va passer au... Non, je pense que Alpha Condé on en parlait tout à l'heure en off, certainement qu'il a le soutien de l'armée et il se dit que tant que l'armée est avec lui, il peut faire ce qu'il veut. Oubliant que la Guinée, c'est pas n'importe quel pays. On a vu comment certains chefs d'État sont partis, Dadis Camara précisément, qui avait la même mise sur toute l'armée lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Mais on a vu un peu comment il était parti. Et donc la Guinée aujourd'hui n'a pas besoin de retomber dans des crises politiques causées par la volonté de quelqu'un de s'accrocher au pouvoir. La Guinée aujourd'hui a besoin de redécoller parce que ce pays a traversé tellement de problèmes et il a besoin de redécoller. Il a besoin d'asseoir un développement économique pour l'ensemble de la population guinéenne. Et si Alpha Condé pourra comprendre la raison, il sortira pas la grande porte de l'histoire africaine. Je pense que c'est bon, on ne va pas trop parler de Guinée. On passe au sujet suivant. La RD Congo, expulsion de plusieurs centaines de Burundais, c'est ça? De Burundais, selon les informations, la République démocratique du Congo a expulsé ce lundi plusieurs centaines de Burundais. Ils sont un peu plus de 1400 Burundais expulsés selon les communiqués des autorités congolaises. Comment vous trouvez cette démarche de la RD Congo qui tasse ces personnes-là ne disposant plus de papiers légaux pour pouvoir résider en RD Congo, mais sans fioclois d'angle? Il est vrai qu'on parle d'immigration. Quand vous allez dans un pays d'accueil, on s'enregistre au niveau de son consulat pour avoir une carte consulaire. Et on sait que vous êtes dans le pays. Vous avez votre inscription au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ce n'est pas le seul cas. On a connu ce genre de situation au Nigeria, en Ouganda, au Rwanda, au Ghana ici. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud aussi. Si la RDC a la communauté burundaise, la communauté rwandaise au niveau de leurs frontières est, et la RDC est entourée au moins de 9 pays limitrophes. Et compte tenu de la crise avérée qu'il y a dans ce pays, la population burundaise et rwandaise sont rentrés dans ce pays pour faire des affaires. Ce qui veut dire que ce pays, entre-temps, n'était pas gouverné comme cela se devait. Et c'est maintenant que le nouveau chef d'État voudrait mettre un peu de l'ordre. Puisqu'il faut parler, entre-temps, des milices burundais, des milices rwandais, des milices ougandais au niveau de la frontière. Le nouveau président a voulu mettre un peu de l'ordre. Tous ceux qui n'ont pas de papier doivent être mis dehors. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ceux qui sont en règle n'ont pas eu de problème, mais ceux-là qui n'ont pas de papier, qui sont mis dehors. Ce qui veut dire que c'est une politique bien réglée. Jamais Pouli, quand on sait qu'en Afrique, on se déplace aussi facilement, pas comme en Europe. Pour un Togolais qui veut aller, par exemple, au Bénin ou bien Béninois, c'est aussi facile pour lui. On a vu une forte communauté togolaise, bien sûr, de l'autre côté de Congo.
On sait qu'il y a une forte communauté togolaise de l'autre côté du Congo, également en Côte d'Ivoire. Est-ce que toutes ces règles-là sont respectées comme ça se doit de par le passé, ou bien c'est maintenant que c'est instauré, il faut faire expulser des gens, ça et là un beau matin, on dit, bon, vous qui êtes là, sans papier, vraiment légaux, allez, quittez le pays, comme on le fait souvent dans les pays européens et en Amérique. Oui, surtout que nous n'avons pas réussi, l'Union africaine, nous n'avons même pas réussi la communauté régionale. Bon, peut-être au niveau de la CEDEAO, il y a quelques avancées, mais on n'a pas encore atteint la libre circulation des personnes et des biens et la possibilité pour tous les ressortissants de l'espace CEDEAO, par exemple, de s'implanter partout où ils veulent, dans tous les pays de la CEDEAO, de mener leurs activités comme ils veulent. C'est encore dans les projets, c'est sur papier, et dans les faits, ce n'est pas encore acté. Maintenant, quand on prend cette zone-là, au niveau de l'Afrique centrale, il faut dire que l'intégration n'est pas du tout, n'a pas du tout avancé. Et donc, en RDC, c'est un pays qui, il faut le dire, a connu de longues années de guerre après le départ de Mobutu. Et donc, c'est un pays qui a été partiellement occupé par ses voisins. Donc, il en parlait tout à l'heure. La plupart de ses voisins ont profité du désordre, du chaos et de la guerre donc, pour s'installer. Donc, aujourd'hui, les Congolais de la RDC veulent que l'ordre revienne, ils veulent la paix, ils veulent plus de la guerre, et ils commencent par avoir une phobie des étrangers. Et, sauf que dans le cas burundais, certains estiment qu'ils partent parce qu'il y a des élections qui s'annoncent dans leur pays dans le mois de mai, qui s'annoncent. Et on sait qu'en 2015, déjà, il y a eu une grande crise après l'entêtement du président Nkurunziza, donc de passer un troisième mandat alors que la loi ne le lui permettait pas. Et donc, il y a eu quand même assez de déplacés. Il y a eu au moins 400 000 déplacés et il y a eu des morts, plus de 1200 morts. Donc aujourd'hui, ce sont des Burundais qui se constituent un peu comme des réfugiés. Et vous savez, le droit international humanitaire permet quand même à ceux qui se sentent menacés chez eux de pouvoir trouver refuge ailleurs. Donc je pense que c'est peut-être ce statut-là qu'ils disent n'être pas compris, mais en même temps, les autorités de Goma, donc de cette partie du pays, suivent un peu les aspirations des populations qui ne veulent plus du tout d'étrangers sur leur territoire. Ils estiment qu'il y a quelques années, certains étaient venus comme ça et finalement se sont installés comme des rebelles et tout ça, avec tous les problèmes que la RDC a connus. Donc c'est quand même un problème assez compliqué entre les Congolais et leurs voisins, les Rwandais, les Burundais. Et la dernière fois, il y a un artiste congolais qui a eu quand même de gros problèmes à Paris, lors de son spectacle Fally Ipupa, juste parce qu'on l'a vu saluer la secrétaire générale de l'OIF, qui est rwandaise. On estimait que c'est le Rwanda qui crée des problèmes en RDC et qui ne devrait pas s'afficher sur une photo officielle avec une Rwandaise, alors que dans ce cas, il était avec une autorité de la francophonie. Donc vous comprenez un peu, il y a eu des problèmes, il y a eu une manifestation déjà pour contrecarrer ce spectacle-là. La police française a dû intervenir avec des arrestations, mais vous comprenez un peu l'état d'esprit de certains Congolais et un peu cette haine-là qu'ils nourrissent envers tous ces pays-là qui entourent la RDC et qui ont fait la guerre en RDC et qui continuent par occuper d'une manière ou d'une autre ce pays-là. David Bani, quelle analyse faites-vous de la situation qui prévoit actuellement à ce niveau de Goma et puis du Sud Kivu? Non, c'est une décision à saluer. C'est à saluer? Oui, cette décision faisait partie du programme de campagne de l'actuel président Tshisekedi lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Il a promis aux Congolais de leur ramener le territoire congolais dans tout son ensemble.
Et donc ça a commencé avec les Burundais aujourd'hui. Vous savez, la RDC a toujours entretenu de très mauvaises relations avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Aujourd'hui, si la RDC se retrouve dans cette situation d'instabilité politique militaire, c'est dû à ces trois pays en premier. Et donc le Burundi n'a jamais apporté une solution à la RDC. Il a toujours apporté des problèmes avec la composition des rebelles qui partaient du territoire burundais pour occuper beaucoup d'espace congolais et qui étaient rentrés en guerre avec les autorités politiques et militaires dans le temps. C'était sous Kabila. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, ces rebelles, ils n'ont plus voulu repartir. Ils se sont installés, ils ont créé des bases et de là, ils font des attaques, des immersions dans des localités où ils laissent sur le passage des morts et des dégâts importants. Donc aujourd'hui, il est temps que la RDC retrouve la souveraineté de l'ensemble de son territoire. Et les Burundais, ce n'est pas tous les Burundais qui vivent en RDC qui sont ciblés, c'est ceux qui sont en situation irrégulière. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait un pays qui prendra cette décision et qui sera mal vu. Je pense qu'il faut assainir, il faut savoir qui vit sur son territoire. Il faut pouvoir mettre des visages sur des noms. Il faut pouvoir trouver des gens lorsqu'il y a un besoin ponctuel. Et quand on sait un peu comment les Burundais sont rodés dans l'armée, sur toutes les questions militaires, il faut plutôt sécuriser les territoires, l'ensemble des frontières de la RDC. C'est ce que le président fait. Et aujourd'hui, je crois que le Burundi a pu avancer aussi parce qu'au départ, il y avait une certaine crainte du président Nkurunziza qui avait manifesté sa volonté de se représenter et qui est revenu sur sa décision en promettant au Burundais qu'il n'allait plus se représenter. Et donc aujourd'hui, le Burundi ne traverse plus une situation instable pour que des réfugiés ou des personnes ou des citoyens burundais viennent occuper le territoire congolais sans être en règle avec les lois du pays. Et aussi dans le lot de ces Burundais, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont été qui étaient mêlés dans le dernier coup d'État au Burundi. Okay. Ouais, c'est des opposants du pouvoir en place qui ont été chassés ou qui ont pris la fuite, qui ont fui le Burundi pour se réfugier en RDC. Ils ont eu le temps de régulariser leur situation, ils ne l'ont pas fait. Et donc aujourd'hui, peut-être qu'ils composent une certaine insécurité pour l'ensemble du territoire congolais. C'est pour ça que les autorités ont décidé de les renvoyer chez eux. Mais sans l'autre grief, et c'est également honte à ces immigrés qu'ils agissent sous le label de la secte mythico-religieuse Ezebia, qui est l'une des dissidentes de l'église catholique burundaise. Oui, vous savez, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, nous avons la religion qui a une prédominance sur la population. Et en RDC, on a plus de 2000 ou bien 7000 à 10 000 dissidences religieuses que nous appelons souvent les sectes. Donc, on dit que la foi sauve, donc elle ment. Ce qui veut dire que ceux qui ont foi en ces pasteurs et autres là, c'est eux qui vont dans ce genre de catégorie de fait. Mais aujourd'hui, nous pouvons remarquer que la religion a une grande incidence sur la population au Rwanda comme en RDC. Est-ce qu'on n'est pas quand même libre de choisir sa religion, même si c'est une secte? Germain Poli. On est libre, hein, il y a quelques années. La liberté religieuse doit aussi passer. Voilà, mais après les sectes. J'ai pas dit quand même que bon, c'est ça, mais bon. Non, vous savez, il y a quelques années, certaines églises d'aujourd'hui qui opèrent ouvertement, qui drainent même des fidèles d'autres grandes églises. Il y a quelques années, elles étaient considérées comme des sectes. Moi, je me rappelle, quand on voyait les assemblées de Dieu, les témoins de Jéhovah et tout ça à l'époque, quand on était petit, certains les considéraient comme des sectes. Mais aujourd'hui, donc, je pense qu'à partir du moment où ces associations-là, quand les gens quittent les églises, c'est comme les protestants au début avec les catholiques, l'église mère n'est pas contente, mais après, ces églises-là réussissent à se faire une place.
Maintenant, il faut être en conformité avec la loi sur les cultes dans le pays. Donc, si c'est le cas, je pense qu'on ne peut pas véritablement les taxer de secte, même s'il faut reconnaître que les pasteurs sont devenus de vrais gourous, tout comme le dernier qu'on a arrêté ici au Togo, donc qui endoctrine leurs fidèles, qui se font même passer parfois pour Jésus-Christ lui-même, qui soumettent leurs fidèles à des pratiques qui ne sont pas du tout religieuses, qui ne sont pas du tout chrétiennes. Donc ce genre d'église est combattu dans certains pays. Bon, maintenant, c'est un mélange de tout. Quand vous voyez toutes ces personnes-là que la RDC veut chasser du territoire, donc il y a ceux qui sont de ces sectes-là, ceux qui disent fuir aussi la crise électorale, qui ont déjà peur, et puis d'autres qui sont là et qui pourraient peut-être, ce que les Congolais craignent, devenir demain des facteurs d'instabilité de leur pays. David, mais donc on dit également dans la foulée que, outre ces accusations, c'est là que c'est l'Église catholique qui est en train de tirer sur les ficelles, quand on sait que l'Église catholique, enfin le Congo, représente une grande partie des fidèles de l'Église catholique romaine, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait dans les coulisses pour pouvoir faire partie de ces genres de sectes dans le pays, qui sont bien sûr venus du Burundi, selon certaines indiscrétions lues sur différentes pages. Non, ce n'est pas pour 1400 réfugiés burundais que l'Église catholique va s'inviter dans ce débat. Donc je pense que la question elle est beaucoup plus d'aspect sécuritaire. La RDC, vous savez, c'est un très grand pays. Surtout, je disais tout à l'heure qu'ils ont 9 pays limitrophes. C'est très grand. C'est le plus grand pays de l'Afrique centrale. Et donc les autorités, aucun pouvoir congolais n'est arrivé à maîtriser l'ensemble du territoire congolais. Même depuis sous Kassavubu, avant même. Ouais. Mobutu, sous Kassavubu, Mobutu, etc., qui sont passés Kabila. Mobutu a été le seul maître. Voilà, donc c'est un très grand pays, très vaste. Et du fait de la vastitude de ce territoire, vous verrez que chaque pays limitrophe profite pour s'inviter sur le territoire. Et ils viennent occuper les régions les plus riches, les régions minières, etc., le sud Kivu et tout ça. Alors, dire que l'Église catholique s'invite dans le débat, je dis non, mais je pense qu'il s'agit beaucoup plus pour Tshisekedi aujourd'hui de sécuriser les frontières de ce pays. Et c'est Kabila qui avait permis que ces Burundais rentrent sur son territoire, puisqu'ils avaient été d'un très grand soutien lorsqu'il s'est mis à combattre d'abord Mobutu. Et au décès de Kabila père, son fils a gardé ses armées rwandaises, ougandaises, etc. autour de lui. Donc aujourd'hui, les Congolais ont besoin de savoir qui doit vivre sur leur territoire. C'est pour ça que la décision a été prise. La question relative à la secte, c'est vrai, les sectes en Afrique, il y en a un peu partout, pas seulement en Afrique, mais la question n'est pas prioritaire sur la secte. La question est beaucoup plus prioritaire sur l'aspect sécuritaire, sur la promesse que Tshisekedi avait faite aux Congolais lorsqu'il faisait sa campagne. Il avait promis redonner le territoire congolais aux citoyens congolais. C'est ce qui se fait. Ça ne va pas seulement s'arrêter au Burundi. Il y aura d'autres nationalités qui vont partir, les Rwandais, les Gabonais, les Congolais, les Camerounais, un peu de tout ça. Il faut assainir l'environnement de la RDC pour poser les bases dans le développement. Aujourd'hui, la RDC a besoin de repartir sur de nouvelles bases. C'est un nouveau pouvoir qui est arrivé avec un programme et le président a envie de dérouler son programme pour les Congolais et non pas pour des étrangers. Vous voulez résider en RDC, remplissez les conditions qu'il faut et vous résiderez dans ce pays comme tout le monde. Mais Jean Claude, est-ce que c'est ça vraiment la priorité à l'heure actuelle au Congo? Monsieur Kabila avait laissé un pays avec de nombreuses guerres et de nombreuses victimes. Il y a tellement de milices et le nouveau chef d'État, M. Tshisekedi, a fait 3 ou 4 rencontres avec la hiérarchie de l'armée pour mettre les points sur les i. Et
les rebelles sont en train de déposer les armes. Les négociations sont en cours pour que les armes se taisent en RDC. Du coup, la seconde chose, c'est que le territoire de la RDC doit profiter aux Congolais de la RDC. Nous avons compris que le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda sont rentrés pour les richesses de la RDC, ce qui veut dire qu'ils sont venus exploiter illégalement, avec l'appui des puissances étrangères, les richesses de la RDC. Le nouveau pouvoir, c'est que si au cours des frontières Est, il arrive à mettre de l'ordre, c'est ce qu'il faut faire et contrôle les ressources minières, il aura de la cagnotte dans la caisse de l'État pour le développement du pays. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Au cours de sa promesse électorale, il a dit beaucoup de choses. Et je pense que c'est l'un des premiers leviers de sa promesse qu'il est en train de mettre en place. Germain. Oui, non, je pense qu'il essaie de se démarquer de son prédécesseur. Vous savez qu'actuellement, Kabila est en cohabitation avec Tshisekedi. Et donc, c'est vrai qu'il est chef de l'État, mais il ne maîtrise pas totalement l'appareil administratif et sécuritaire. Donc, c'est maintenant qu'il est en train de récupérer progressivement ses prérogatives. Et ça passe aussi par la sécurité. Donc Kabila est arrivé. Bon, peut-être je ne serais pas totalement d'accord avec le doyen quand il disait que les 3 pays, Ouganda, Burundi et Rwanda, ont occupé la RDC avec la complicité des puissances étrangères. Mais en même temps, c'est parce que Kabila a sollicité ces pays-là pour l'aider à remporter la guerre contre Mobutu. Là, c'est une affaire de Congolais qui invitent des étrangers à les aider à chasser un président. Après, il faut payer cette ardoise-là, les gens qui viennent vous aider. Pendant combien d'années oui. Donc, oui, mais je ne voudrais pas qu'on accuse les Occidentaux dans ce cas. Ils ont eu un appui logistique. Non, ce que je veux dire, on se dédouane un peu trop facilement, nous les Africains. C'est-à-dire que l'Africain vient tuer son frère et on dit que c'est le Blanc qui lui a donné le couteau, l'arme pour tuer son frère. Non, il faut qu'on soit responsable. Non, c'est le constat qui est fait aujourd'hui. Oui, le constat, c'est que... Dans les pays où les présidents ont été renvoyés. On va permettre à Germain. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé en Guinée. Quand Jadis Camara a failli être assassiné. Je vais être d'accord, mais après ça dit que moi, mon problème, c'est qu'après, nous sommes responsables de rien. C'est-à-dire que c'est le Blanc qui organise tout chez nous. Non, mais c'est nous qui faisons la guerre. La guerre en Côte d'Ivoire, c'est pas les Français qui sont venus faire la guerre, c'est une rébellion qui a démarré, qui est venue. Soutenue par qui? Soutenue ou pas? Mais c'est qui les rebelles? Est-ce que c'était des Français, des rebelles? Non. Ce que je veux dire, non. On va permettre à Germain de citer. Non, il faut des rebelles nationaux pour regardez ce qui se passe au Mali aujourd'hui. On va permettre à Germain de... Non, s'il te plaît, voilà ce qui se passe au Mali. Non, mais on parle de... Non, je donne un exemple, même en général, même Boko Haram, tout ce que vous voulez en Afrique. Ça dit que nous disons que c'est le Blanc qui le fait. Mais le Blanc se sert de qui? Du Noir. Et le Noir, c'est le Noir qui le fait. Il faut qu'il commence par assumer. Parce que nous avons tendance à dédouaner totalement l'Africain. Ça dit qu'il crée une situation, après c'est le Blanc qui l'a fait. Certes, le Blanc peut être instigateur, peut avoir contribué en apportant quelques moyens, mais l'exécutant, responsable, c'est le Noir. Donc moi je voudrais sincèrement, je voudrais sincèrement, parce que on ne s'en sortira jamais quand on pense que c'est le Blanc qui est à l'origine de tout. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple tel à terre. Vous êtes au Togo, une opposition est battue par le président. On vous dira que c'est la France qui a fait gagner l'élection. Donc à partir du moment, c'est général. Il faut faire comprendre à Germain. Non, tu ne me feras. J'ai tenu, s'il te plaît. Il faut qu'il chute depuis 5 minutes. On te donnera la parole. Qui va chuter, tu ne chutes pas. On peut te donner la parole après. Non, moi je pense qu'il faut que notre
l'Afrique commence par réfléchir autrement. Merci. C'est-à-dire, j'ai longtemps réfléchi merci. comme toi. J'ai toujours dit que c'est le blanc. Mais à un moment, à un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'histoire qui le fait voir ainsi. Hein. C'est un constat général. On ne nous dira pas que comment il s'appelle, Kadhafi a été chassé par des Libyens. Mais s'il n'y avait pas de rébellion, Kadhafi ne serait pas chassé. On ne dira pas. Ah non, mais là, je suis déçu. Je suis déçu. Saddam Hussein a été chassé par s'il te les plaît, Irakiens. c'est des Libyens. C'est parce que quelque part derrière, on s'entend pas. Il y a une rébellion qui a été soutenue, qui a été financée. C'est qui la rébellion? Ils viennent d'où? Des rebelles nationaux, non? Il faut forcément des rebelles nationaux. Mais la voilà, France ne peut pas quitter Paris pour venir faire la guerre en Libye. Non, il faut soutenir des ennemis, il faut soutenir des adversaires, il faut soutenir une rébellion, vous donnez des armes, vous donnez de l'argent, vous soutenez. Donc il y a déjà un ennemi. C'est toi qui parles d'ennemi. Tu me rejoins. C'est là que je suis d'accord avec vous quand il dit que sur le cas de la RDC et comment il s'appelle, la communauté internationale était derrière cette rébellion. Oui, tout le monde le sait. Aujourd'hui, Mobutu est parti. Est-ce que la RDC a repris 7 ans de bonheur? On sait ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Les Congolais, ils ont faim. Mais Kabila avait promis que les Congolais n'auraient pas faim quand il va arriver au pouvoir. Non, je n'avais pas le même temps d'antenne que... Oui, vous aurez... Non, en fait, ce que j'ai expliqué qui n'a pas compris. On va marquer la grande pause et revenir dire quelques mots là-dessus. Mesdames, Messieurs, très bonne suite. On revient dans un instant. Germain,